La résilience, pour moi, c'est l'art de transformer les épreuves en quelque chose de beau. Ce quelque chose, c'est nous. Voilà. Je prends souvent une métaphore que j'aime bien. Au pied d'un rosier, on met du crottin de cheval. Le crottin de cheval, c'est l'épreuve. Et c'est ça qui va faire en sorte que le rosier, il va avoir beaucoup de fleurs, fleurir autrement et qui va pousser plus vite et plus grand et plus fort. C'est une occasion de se transformer et c'est pas facile. Mais j'ai connu, comme vous le savez, la mort de ma petite sœur, de ma meilleure amie. Ma meilleure amie était sous emprise. Dans ce malheur, il y a quelque chose qui permet d'avancer autrement. Et pourquoi je me suis reconstruite? Parce que j'étais obligée par les personnes qui m'ont fait du mal. Grâce à ces personnes qui m'ont fait du mal, eh bien aujourd'hui je vais mieux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la Résilience. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir une femme qui a marqué des centaines de milliers de lecteurs et de lectrices, journaliste, réalisatrice, écrivaine. Ses ouvrages sont devenus des compagnons de transformation pour celles et ceux qui traversent des épreuves. Avec des titres comme La clé de votre énergie ou Les blessures du silence ou encore Plus jamais seule, son dernier ouvrage, elle a ouvert une voie vers l'autonomie émotionnelle et la guérison intérieure. Natacha Calestrémé, merci d'être avec nous. Je suis ravie, Marie-Ève, d'être aussi avec vous, vraiment ravie. Alors, vous le savez peut-être pas, mais la première des questions que je pose dans ce podcast, c'est qui parle de résilience, la voix de la résilience, c'est qu'est-ce que pour vous la résilience, Natacha? La résilience, pour moi, c'est l'art de transformer les épreuves voilà, en quelque chose de... je vais reprendre. La résilience, pour moi, c'est l'art de transformer les épreuves en quelque chose de beau. Et ce quelque chose, c'est nous. Voilà. Je prends souvent une métaphore que j'aime bien parce que j'adore les plantes. Au pied d'un rosier, on met du crottin de cheval. Le crottin de cheval, ça pue. Le crottin de cheval, c'est l'épreuve. Mais c'est ça qui va faire en sorte que le rosier, il va avoir beaucoup de fleurs, qui va fleurir autrement et qui va pousser plus vite et plus grand et plus fort. Voilà. Et on ne se rend pas compte, mais cette merde, excusez-moi du terme, eh bien, ce que l'on vit parfois de très très douloureux, c'est une occasion de se transformer et c'est pas facile. Donc, quelque part, pour vous, la résilience, c'est le fait de renaître, finalement. Ou de se réinventer, peut-être. C'est de transformer, c'est de l'alchimie. Ah. C'est de transformer ce qui nous plombe en or. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une alchimie de notre être. C'est-à-dire qu'on va, comment dire, ce qui est dégueulasse, insurmontable, violent, l'horreur on va y revenir parce que là, ce que je dis, c'est des grandes phrases, mais entre guillemets, Mhm. les gens qui vivent ça, ça va pas leur parler. Mais en tout cas, c'est transformer toute cette violence, cette difficulté, euh, en réalisant que finalement, si ça nous est arrivé, c'est peut-être parce qu'on a vécu des épreuves auparavant et que il va nous être donné, entre parenthèses, entre guillemets, une chance de, euh, en voulant réparer ce qui se passe aujourd'hui, de réparer quelque chose de plus ancien. Et c'est pour ça que je parle d'une chance. C'est inentendable quand on vit l'épreuve, mais j'ai connu, comme vous le savez, la mort de ma petite sœur, de ma meilleure amie. Ma meilleure amie était sous emprise. Voilà, donc elle en est morte. Et j'ai fait deux ans de recherche journalistique sur la question pour essayer de comprendre ce qu'il était. Et, euh, et perdre cet ami cher a été une chance pour moi, à la fois de comprendre que c'est ce que j'avais vécu personnellement dans un autre moment de ma vie, et également de trouver des solutions, et c'est ce dont on va parler probablement, pour justement en venir à bout. Donc, dans ce malheur, il y a quelque chose qui permet d'avancer autrement.
Ce que je veux dire, en fait, finalement, c'est que euh, euh, c'est ma vision des choses et je dirais que je ne détiens pas la vérité. C'est important de préciser que si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, tant mieux aussi. Hein, d'accord? Donc c'est important de garder son libre arbitre. Hein. Mais ma vision des choses, d'après mon expérience, c'est que de 0 à 9 ans, on est petit, on ne sait pas se défendre et face à une violence, face à une simple gifle quand on est enfant, face à une perte de territoire par rapport à un frère ou une sœur, face à un sentiment d'absence d'amour vis-à-vis de notre mère ou de notre père, etc. On vit des tsunamis émotionnels. Et le tsunami émotionnel, eh bien finalement, un tsunami dans la vraie vie, la mer, derrière, il y a des petites vagues qui sont très importantes et qu'on appelle des répliques. Et donc, finalement, de mon point de vue, tant qu'on n'a pas guéri les blessures que l'on a vécues de 0 à 9 ans, eh bien, les choses très difficiles que l'on vit ensuite, mais quand on est adulte, enfin adolescent et adulte, seraient, je mets ça au conditionnel, des répliques finalement d'une blessure en fait qu'on a vécue avant. Si on a vécu, par exemple, de l'injustice ou une colère, non exprimées ou des peurs. Bon. Et que finalement, on n'a pas su le gérer parce qu'on était tout petit. Et que ensuite, dans notre vie d'adolescent ou d'adulte, on revit des choses qui nous mettent en colère et des choses qui nous font peur, eh bien, potentiellement, ce sont des répliques d'un tsunami émotionnel. Et finalement, voir les choses comme ça permet quoi? C'est que si jamais je me focalise sur ce que je vis aujourd'hui, avec de la violence, avec des choses horribles, bon, eh bien, finalement, je vais dire, c'est la faute de l'autre. L'autre, je ne peux pas le changer. Mmh. La société, je ne peux pas la changer. Même dans le cas de maladie, les microbes, je ne peux pas les enlever. Donc, finalement, penser comme ça ne me permet pas de faire évoluer la situation. Alors que si je me dis, voilà une occasion de réparer des choses euh, en moi anciennes pour éviter que cela ne revienne, eh bien, finalement, ça va permettre, comment dire, de voir celui ou celle qui nous fait du mal autrement. Je prends un exemple personnel. À un moment donné, j'ai une personne qui m'a fait beaucoup, 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 beaucoup de mal. Voilà. Beaucoup de mal et ça a touché ma famille et c'était terrible. Bon. Et je pleurais beaucoup, beaucoup. Bon. Et cette personne, avec une autre personne, font partie des personnes qui ont contribué à un moment donné au fait que j'étais au bout du rouleau, quasiment en dépression. Bon. Et mon corps a lâché, double hernie discale, j'avais perdu ma petite sœur, j'avais perdu ma meilleure amie, 2 ans plus tôt, plus d'emploi, plus d'argent, enfin la cata sur tous les plans. Et je vais voir un médecin parce que j'ai une double hernie discale, parce que mon corps a lâché. Et finalement, il ne me guérit pas, j'ai toujours mal. Bon. Et c'est ça qui m'oblige finalement à m'intéresser en fait à ces populations autochtones, à ces sagesses ancestrales que j'avais interviewées en tant que journaliste et à ces rituels chamaniques, voilà, qui m'avaient partagé et en me disant bon bah essaye, qu'est-ce que tu risques simplement de perdre un peu de temps puis c'est tout. Bon. Et que ça a marché pour moi. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que ça a pris du temps, mais aujourd'hui, Marie-Ève, je me sens plus forte que jamais, plus d'énergie que jamais. Et je dirais même, après un divorce récent, après 22 ans de vie commune, euh, plus joyeuse et presque plus jeune qu'avant. C'est-à-dire que je vois des photos il y a 5 ans, je me dis, waouh, mais vraiment, alors que j'ai rien fait, on voit bien, je pas de contact, machin, bon, voilà.
Petite pause dans cet épisode. Si tu te sens parfois fatigué de tout analyser, de tout ressentir, ou même d'avoir l'impression de revivre les mêmes schémas, ce n'est pas un hasard. Ton cerveau a appris à te protéger. Et ce qu'il t'a appris à faire, il peut aussi l'apprendre autrement. Et ça, c'est pour ça que j'ai créé le profil résilience. C'est le point de départ. C'est un test unique basé sur les neurosciences qui t'aide à comprendre comment ton cerveau gère le stress, comment ton cerveau gère l'attachement et les émotions. En 15 minutes, tu vas découvrir ton mode de fonctionnement, force cachée et surtout ce qui te freine aujourd'hui sans que tu t'en rendes compte. Les femmes qui l'ont fait me disent toutes la même chose. J'ai enfin compris pourquoi je réagissais comme ça. Et c'est ce que j'ai envie que tu te dises toi aussi. Écris profil en commentaire et je t'envoie le lien. Respire et continue notre écoute. Si cet épisode t'a parlé, bien sûr, abonne-toi et partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Donc, si J'ai plein de questions à vous poser. si je suis super bien maintenant, eh bien, c'est parce que je me suis reconstruite. Et pourquoi je me suis reconstruite? Parce que j'étais obligée par les personnes qui m'ont fait du mal. Donc, quelque part, grâce à ces personnes qui m'ont fait du mal, et je mets, voilà, eh bien, aujourd'hui, je vais mieux. Voilà. Ok. Vous avez répondu à plein de questions en même temps que j'avais prévu avec cette histoire. Donc du coup, si je comprends bien, c'est le fait d'avoir été en burn-out, comme vous l'avez dit. À un moment donné, vous avez touché le fond. Des événements de vie qui ont été des traumas, quelque part. Hein. Enfin, pas quelque part, sûrement. C'est cette histoire-là qui vous a amené, du coup, à explorer la guérison et l'énergie humaine. En fait, c'est une succession d'épreuves, mais je dirais comme tout le monde, hein, rien de particulier, qui m'a poussé à trouver des solutions qui ne soient pas conventionnelles. Bien sûr qu'on va voir un médecin, bien sûr qu'on va voir un psy. Moi, j'ai vu un psy pendant 9 mois à raison d'une séance par semaine pour travailler sur cet émotionnel douloureux. Bien sûr que j'ai fait des techniques psychocorporelles comme l'EFT, donc Emotional Freedom Technique. J'ai même fait une séance de MDR. Voilà, j'ai tout essayé, mais ce qui a vraiment changé ma vie, ce sont ces rituels chamaniques que j'ai transformés en protocole, il y en a 22, et qui m'ont permis voilà, de comprendre que quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie, que cette énergie, on peut la récupérer, et que quand les personnes finalement nous déstabilisent à répétition, que ce soit la violence, que ce soit les pleurs, que ce soit la dépression, que ce soit de la colère, eh bien, ces déstabilisations répétées nous volent de l'énergie. Ce que la psychiatre Marie-France Irigoyen appelle les vampirisations inconscientes. Voilà. Et donc, ces vols d'énergie, finalement, eh bien, on peut également les récupérer. Et c'est, dans ma vision, pour revenir à l'image du début, eh bien, les épreuves que j'ai vécues petit ou petite ont créé un vide à l'intérieur de moi. Ce vide, d'ailleurs, parfois on essaie de le compenser avec des addictions, que ce soit au sucre, à l'alcool, à la drogue, au tabac, au sport, au sexe, au travail. Bon. On essaie de compenser un vide en nourrissant à l'intérieur des choses qui vont nous rendre complets, entièrement nous, remplir ce vide. Bon, ce vide-là, il est perceptible par les personnes défaillantes. Donc, les personnes qui nous mettent sous emprise, les personnes qui nous font vivre de la violence, etc. Parce qu'ils sentent qu'on a un espèce de gouffre à l'intérieur de nous dans lequel ils vont pouvoir entrer pour mieux nous manipuler, en fait. Et donc, l'important, c'est quoi? C'est de prendre conscience qu'il y avait un trou, un vide d'énergie à l'intérieur de nous avant de rencontrer cette personne et qu'il faut refermer cette énergie, ce vide, le re-remplir pour ne plus être sous le joug de personnalités toxiques et pour se sentir au top. Voilà. Et il existe des moyens, voilà, protocole 5 et 6. Voilà, justement, ben, c'était prévu. Bon, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Parce que comme vous, comme vous le savez, il y a beaucoup de mes auditrices, moi, puisque je suis vraiment spécialisée sur l'emprise et les violences, qui vivent ou qui sortent de relations toxiques. Justement, quelle pratique parmi celles que vous proposez, bon, moi j'ai la réponse, mais bon, quelle est la plus puissante pour retrouver sa force suite à une relation d'emprise, hein? Voilà. Alors, la relation d'emprise,
déjà, je vais expliquer ce que moi, j'ai compris, ma vision des choses, mais ce n'est pas simplement une hypothèse, parce que grâce à cette vision des choses, eh bien, on peut trouver des solutions. Donc, à partir du moment où il y a des solutions, ça devient, voilà, ça sort d'une hypothèse aléatoire. C'est qu'il faut que je revienne un petit peu sur le principe de perte d'énergie. C'est que si je suis au contact d'une personne et qu'elle me déstabilise à répétition, moi, je vais perdre mon énergie parce que, comment dire, en fait, notre corps, il nous protège, parce qu'en fait, notre corps nous protège en toutes circonstances. Donc, face à une coupure, par exemple, il émet des endorphines pour m'éviter de souffrir trop, et donc il me protège. Face à un trauma, une violence, mon corps, il me protège aussi. Et donc, la partie d'énergie qui est impactée par le drame, la violence, le trauma, s'échappe en dehors de moi pour me protéger et pour m'éviter de m'écrouler encore plus. Et ce départ d'énergie, eh bien, il peut expliquer les dénis, c'est pas très grave ce qui m'est arrivé, ou les amnésies traumatiques, on ne se rappelle pas des faits pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Et ce principe-là, je vis une épreuve, je perds de l'énergie, eh bien, il permet d'expliquer pourquoi les personnes ne quittent pas les gens les personnalités toxiques. C'est que si je perds de l'énergie et que par le principe de vampirisation inconsciente dont parle la psychiatre comment Marie-France Irigoyen. Marie-France Irigoyen, merci. Eh bien, ma détresse semble le nourrir. C'est comme si les vases communiquaient. Je perds de l'énergie, il l'absorbe. Et donc, on voit bien que si chaque fois que je pense à moi, une partie de mon énergie est à l'intérieur du corps de l'autre, ben je pense à l'autre. Si je pense à l'autre, c'est que je l'aime. Si je l'aime, je reste avec lui ou je reviens. Donc, et on voit bien d'ailleurs que les personnes, quand on, on veut les quitter, elles ont besoin de notre énergie. Donc elles redeviennent gentilles pour surtout qu'elles puissent continuer à nous vampiriser en fait notre énergie. Donc le principe, c'est de récupérer notre énergie. Et pour répondre à votre question, il y a des rituels chamaniques qui existent partout dans le monde. Ce qui est très rassurant, c'est que quelles que soient les civilisations, c'est le même. En fait, plus que l'énergie, ce sont des parties d'âme. C'est ce que les chamans disent. En fait, voilà, nous avons des parties d'âme qui s'en vont. Et moi, j'aime bien prendre par exemple un ancien combattant. Quand il revient à l'endroit où il a fait la guerre, il dit « Ici, j'ai perdu une partie de mon âme ». Personne qui a été violentée, elle dit « Ce jour-là, j'ai perdu une partie de mon âme ». Et quand on meurt, on dit qu'on rend l'âme. Donc finalement, ça veut bien dire que il y a des parties d'âme qui s'en vont, et les chamans disent on fait des recouvrements d'âme. Et c'est ce que je propose dans le protocole 5, en fait. On fait des recouvrements d'âme, et au Cambodge, ils appellent ça même le rappel d'âme. Voilà. Et donc le principe, c'est quoi? Eh bien, ce sont des phrases que l'on dit à voix haute, seul, il n'est pas question d'appeler l'autre, avec une belle intention. Et on récupère ainsi notre énergie. Comment ça marche? Je fais un petit aparté parce que les gens peuvent imaginer que c'est complètement fou et que c'est d'une grande n'importe quoi. Et moi, et c'est ce que j'ai pensé au départ, et j'ai essayé, scientifiquement parlant, de l'expliquer. C'est que Giacomo Risolati, un chercheur de l'université de Parme, a montré que grâce à nos neurones miroirs, notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Bon, exemple, je vous donne une boule de coton, comme une boule de ping-pong un peu plus petite, en coton. Je vous la donne, Marie-Ève. Prenez-la. Reprise. Bon. Vous la prenez, vous ouvrez la bouche et vous mettez la boule de coton entre vos dents et vous serrez les dents dessus sur le coton. Est-ce que vous avez envie de le faire? Non. Non. Ben non, puisque le coton, c'est...
J'ai la sensation, j'ai le coton. Voilà, on a la Ouais. sensation, c'est désagréable, on se dit C'est ça va crisser, ça va être l'enfer. exactement. Est-ce que la boule de coton, elle est entre les dents? Ben non. Non. Donc, ça prouve bien que, pourtant, vous avez dit, on a la sensation que notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Et grâce à ce principe de visualisation qui a été prouvé scientifiquement, eh bien, si je visualise que, en disant des phrases spécifiques, que je récupère mon énergie, eh bien, le corps va l'intégrer comme une réalité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, donc, j'explique dans la clé de votre énergie et même trouver ma place, le protocole 5, c'est un reset énergétique qui permet de récupérer notre énergie dans le cas d'épreuves. On n'a même pas besoin de citer les épreuves. Ça, c'est la base. Une fois qu'on a fait celui-là, on va faire le protocole 6, qui est ce reset énergétique suite à une vampirisation inconsciente, suite à un vol d'énergie, avec là ou les personnes qui nous ont pris de l'énergie. Et comment on sait qu'on nous a pris l'énergie? Si on est déstabilisé à répétition ou maltraité. Comment on sait si on est déstabilisé ou maltraité? C'est est-ce qu'après avoir parlé avec la personne, je me sens au top de ma forme, ou est-ce que je me sens démunie, ou est-ce que je me sens complètement perdue? Je pédale dans la choucroute. Je n'ai plus le mode d'emploi avec cette personne. Si on se dit je suis perdu, on a perdu de l'énergie. C'est mathématique. Et donc, il va falloir faire ce protocole 6 avec cette personne une fois. On va on va attendre 15 jours, 3 semaines, le temps que cette énergie, elle infuse à l'intérieur de nous. Et on n'a pas besoin de refaire le protocole 5. On ne refait que le protocole 6 avec cette personne. Si on a envie de le faire au bout de 3 mois, on le fait au bout de 3 mois. Il faut sentir. Voilà. Et je précise, parce que les gens, souvent, ils prennent la clé de votre énergie ou trouver ma place, et puis ils lisent que le protocole, et puis ils me disent oui, c'est bizarre, j'ai de la colère maintenant depuis que j'ai fait le protocole. Oui, c'est bizarre, j'ai une émotion, comment ça s'explique? Lisez un peu quand même le chapitre, parce que c'est expliqué. C'est-à-dire que l'émotion qui vient à l'intérieur de nous, la tristesse, elle peut être liée à un sentiment de reconnexion tellement lointain, ça nous donne de l'émotion. Voilà, c'est-à-dire quand on n'a pas vu quelqu'un depuis 20 ans, on est heureux, mais en même temps on pleure. Voilà. Mais c'est la même chose, on va récupérer cette énergie, parfois qu'on a perdue à la naissance si on n'a pas été désiré. Hein. Donc voilà, donc cette reconnexion, elle est forte. Et la colère, les choses comme ça, ces émotions-là, il faut être très attentif, c'est formidable, parce que notre âme nous indique ce qu'il reste à nettoyer. Je l'ai fait il y a pas longtemps, enfin je l'ai refait il y a pas longtemps, moi, le protocole 5, donc parce que j'en avais le besoin. Et, Voilà. et c'est vrai que j'ai fait ça une soirée, il doit y avoir peut-être 3 semaines, hein. C'est pas si vieux. Et je confirme que juste après, j'étais encore moins bien. Mais le lendemain matin, beaucoup plus soulagée. Donc voilà, je conseille aux gens de ne pas s'affoler, c'est normal. Ils ont bien fait le truc, c'est que juste après, il faut laisser le temps aussi, comme vous dites, aux parties de se reconnecter, on va dire. Voilà. Et puis, alors pour tout le monde, c'est différent. Là, j'ai une dame qui m'a écrit hier et qui m'a dit, ça fait 10 ans que je ne dors plus parce que il me faisait vivre l'enfer et que j'étais tellement en vigilance que je n'arrivais plus à dormir. Je dormais 4 heures par nuit et j'étais de plus en plus épuisée. J'ai réussi à partir en faisant le protocole 6. J'ai trouvé la force de partir et j'ai refait le protocole 5. Elle a fait exactement comme vous parce qu'elle m'a dit, j'ai revécu des épreuves et tout ça. Et elle me dit, j'ai dormi 11 heures. Elle me dit, je ne sais plus quand est-ce que ça m'est arrivé. J'ai dormi 11 heures. Elle me dit, c'était... Voilà. Et donc, elle, tout de suite, l'impact a été sur son sommeil très fort. Voilà. Donc, voilà. Et c'est important. Voilà. Et souvent, les gens me disent, c'est quand le meilleur moment pour quitter la personne? Reconstruisez-vous d'abord. Parce que si vous récupérez pas l'énergie, eh ben, comme il y a une partie de votre énergie finalement qui est toujours dans le corps de l'autre, eh ben, au moindre petit signe, vous allez repartir. Donc, il faut se reconstruire avant. Voilà. Et le truc important,
c'est que le protocole 6, on va le faire avec la personne qui nous prend de l'énergie actuellement, ou qui nous prenait de l'énergie parce qu'on vient de la quitter. Mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que quand je parlais de tsunami émotionnel, eh bien, il faut chercher avant qui nous a pris de l'énergie. Et forcément, il y a nos parents. Ouais. Forcément, Tous. Ouais, je suis tous, d'accord. tous, parce que Mm. on n'est pas des robots, Mm. qu'on fait ce qu'on peut. Moi, je suis maman, je ne sais pas ce qui c'est votre cas à vous, mais en tout cas, j'ai fait des erreurs, je continuerai à en faire. Je veux dire, j'en ai fait plein, plein, plein. Et donc, oui, quand on dit à nos enfants, non, j'ai pas le temps de m'amuser avec toi, quelque part, si c'est répété, on leur prend de l'énergie, bien sûr. Voilà, parce que ils sont déstabilisés. Voilà, maman est pas là, ou etc. Ou elle voilà, ou papa. Bon, et donc, bien sûr que nos parents nous ont pris de l'énergie. Bien sûr qu'il peut, si jamais on a vécu des abus, eh ben, il va falloir le faire avec les personnes qui nous ont abusés ou qui nous ont violentés. Et ça peut être un prof, ça peut être un ex, ça peut être un frère ou une sœur. Et faire le protocole 6 avec toutes ces personnes, eh bien, ça permet de refermer la blessure, de récupérer notre énergie. Et ce qui est très important, c'est d'écouter. Voilà, on en fait un ou deux de personnes. Allez, peut-être trois si on se sent vraiment bien, mais on arrête et on attend 3 semaines, un mois, 15 jours, 2 mois, 3 mois, un an. On fait au feeling et on refait. Bah, justement, bon, donc moi, j'utilise les neurosciences pendant mes coachings, comme je vous en avais parlé. La science, elle confirme de plus en plus ce que vous proposez. Que les émotions, les traumas et la mémoire du corps s'inscrivent dans le cerveau. Et un petit peu d'en parler. Justement, comment vous voyez le lien entre vos pratiques et les neurosciences? Ben, je dirais que les neurosciences aujourd'hui, elles prouvent l'impact, enfin le fait que je dirais que les neurosciences arrivent à prouver euh, le pouvoir de notre cerveau qui est immense. Il y a une étude de Harvard qui a montré que lorsqu'on sourit pendant euh, 10 secondes ou qu'on rit, voilà, notre corps émet de la dopamine et de la sérotonine. Bon, les hormones du plaisir et du bonheur. Bon, Mhm. eh bien, cette étude a réussi à montrer que si je me force à sourire pendant 10 secondes, mon corps émet exactement les mêmes hormones de dopamine et de sérotonine. C'est merveilleux. Donc, c'est finalement les neurosciences aujourd'hui, elles arrivent à valider les pratiques thérapeutiques complémentaires qui n'ont pas de base scientifique. Euh, et je trouve ça très rassurant de se dire que finalement, euh, des, euh, des pratiques chamaniques qui existent depuis la nuit des temps, qui marchaient mais qu'on a oublié, on s'est complètement déconnecté parce que voilà, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Sachant qu'il y a certaines populations dans le monde, le Brésil notamment, ils ne se sont jamais déconnectés. Ils allient la science et la spiritualité avec le même bonheur. Eh bien, la neuroscience, pour moi, c'est magnifique parce que ça permet de valider l'intangible, ce qui est inconcevable. Et pour la cartésienne que je suis, eh ben, ça me rassure beaucoup. Cartésienne, c'est fou, on ne penserait pas, hein, en fait. Eh ben, Avec oui, mais moi, dans tous mes livres, j'essaie comment dire, d'apporter un regard scientifique sur ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup de personnes qui traitent des sujets dont je parle, ou enfin des sujets sur l'invisible, etc., et qui pour moi sont tombés un peu de l'autre côté du miroir, un peu dans la soupe, et ça va trop loin. Et il peut y avoir des dérives, et sectaires notamment, donc il faut faire très attention, euh, voilà, et notamment sur le plan pécuniaire. Moi, je dis, trouver ma place, j'ai fait exprès de le sortir en poche aux éditions HarperCollins. Il coûte 9,20 €. Mm. Il y a tous les protocoles, il y a tous les thèmes, notamment
comment faire pour sortir pour m'en sortir lorsque la personne me déstabilisait, comment aider une personne sous emprise. Voilà, il y a des choses pour nous aider, pour aider nos proches, pour 9,20 €. Si la personne, elle devient autonome, elle retrouve son énergie, elle aide une personne à côté, j'ai envie de dire, ça va. Il n'y a pas, il y a pas péril dans la demeure. Et il faut savoir que moi, je suis passée en poche, alors que le livre, il valait 21 €. Je gagne presque 10 fois moins, juste parce que je pense que c'est important aujourd'hui, où on a de moins en moins d'argent, que les choses soient disponibles. Donc voilà, et beaucoup de gens me disent: «Vous m'avez aidé, vous m'avez sauvé la vie». Je dis: «Non, moi je n'ai pas fait tout ça, c'est vous qui l'avez fait. Moi, j'ai mis à disposition un livre, c'est tout ce que j'ai fait, mais je vous ai pas forcé à l'acheter. Je cherche à convaincre personne, et je dis ce qui, moi, m'a aidée à me relever de drames, d'épreuves, et c'est tout, voilà. Et si ça parle, et ben, tant mieux. Et je dirais même que le succès de mes livres parle tout seul des effets, en fait. Si ces livres qui sont sortis, La clé de votre énergie, ils sortent quelques semaines avant le confinement. Je ne fais pas un média, pas une télé, pas une radio, rien, on peut pas sortir. Et ça part comme une traînée de poudre, on est à plus de 2 millions de lecteurs, tout simplement parce que le bouche à oreille. J'ai des gens qui ont acheté 15 exemplaires, qui l'ont fait aux enfants, à la cousine, aux copines, à leur mari. Lis-le, ça va t'intéresser. Bon. Voilà, donc voilà. Justement, vos ouvrages touchent des millions de personnes. Comment vous expliquez ce besoin collectif de trouver justement les clés intérieures aujourd'hui? Je pense que beaucoup de choses se sont jouées au moment du confinement. On réalise, en fait, on est immobilisé chez soi, on peut pas sortir, on peut pas aller voir de thérapeute. Bon, eh ben moi, il m'a fallu ma double hernie discale pour d'être immobilisée, pour me rendre compte que j'avais mal. Parce qu'il y a un bourrin qui sommeille en moi. Et moi, comment tu vas, Natacha? Hyper bien. Puis le soir, je pleure toutes les larmes de mon corps, mais j'oublie, voilà, que je suis au bord de la dépression. Et que ça fait 4 ans que ça dure, surtout. Voilà. Et il me faut ma double hernie discale pour me dire: non, mais je suis une plaie vivante. Donc, le confinement, il nous permet, sur le plan collectif et mondial, de nous rendre compte qu'on va mal. Et que c'est pour ça qu'on cherche des solutions. Voilà. Je pense vraiment. Et moi, j'ai envie de dire, pour les personnes qui nous écoutent, faites pas mon erreur. Attendez pas d'être au bout du rouleau pour vous intéresser à ces sujets. Ça peut être mes pratiques, ça peut être d'autres. Chacun trouve son mode d'expression. Il y a tellement de thérapies formidables, psychocorporelles notamment, des thérapies courtes comme on appelle. Trouvez votre mode d'expression, ce qui vous parle, c'est ça le plus important. Vous dites justement donc avoir suivi des épreuves, mais malgré les techniques chamaniques, qu'est-ce qui vous a permis de tenir le cap? En plus de ça, on va dire, parce que essentiellement. En plus de ça, Ouais, parce que malgré, c'est pas le bon mot. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis allée voir des thérapeutes, j'ai fait plusieurs choses, notamment pour essayer de comprendre. Parfois, pour soi-même, on ne voit pas les choses. Il faut du recul. C'est pour ça qu'un thérapeute, c'est toujours très bien. Mais honnêtement, je protocolise, comme je dis, constamment. Constamment. C'est-à-dire que quand je vis une épreuve, parce que ça n'exempte pas des épreuves, même si quand même la vie est beaucoup plus douce, je me dis comment je le vis. Je le vis avec un peu de colère, je le vis avec sentiment d'impuissance, par exemple, et puis peut-être un sentiment d'abandon aussi. Bon, ok, très bien. Eh bien, je cherche sur le plan transgénérationnel notamment, voilà, on le sait, ça a été vraiment mis en avant par Anne Ancelin-Schutzenberger, qui est une psychologue de renommée internationale française,
qui a fait 20 ans d'études cliniques sur le transgénérationnel. Et en fait, c'est quoi? Ce sont ces épreuves vécues par notre famille qui n'ont pas été réglées de leur vivant, ou en tout cas, même s'ils sont encore vivants, parce qu'ils n'avaient pas les outils, et qui peuvent impacter notre vie. Et donc, ça, pour moi, il y a eu des fulgurances pour moi. C'est quelque chose qui est vraiment reconnu, notamment qui a été mis en évidence par l'épigénétique. L'épigénétique montre que on peut hériter d'épreuves de nos parents, de nos grands-parents, parce que on vit des peurs, par exemple, eh bien, nos cellules fabriquent des protéines spécifiques qui vont impacter nos gènes, ce que l'épigénétique appelle maintenant notre génome, et ça va modifier notre comportement, notre digestion, nos cervicales, notre sommeil, et donc ça va impacter notre vie. Et c'est prouvé scientifiquement sur 5 générations sur le monde animal, et c'est prouvé scientifiquement sur 3 générations chez l'homme. Donc, là encore, l'épigénétique valide ce transgénérationnel. Et moi, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment aidé. Là, c'est les protocoles 7 et 8, et d'en trouver ma place, c'est le 6+, voilà, qui permettent de ne plus porter, par exemple, une culpabilité d'une mère, on se sent coupable pour tout, ou on n'ose pas aller dans une direction et faire les choses, comme si on appuyait sur la pédale de frein parce que notre père, il s'est senti nul parce qu'il n'avait pas de diplôme et que du coup, il se dit je ne mérite pas l'abondance. Et nous, bah, du coup, on a hérité ça et donc on n'y va pas. Et donc, il y a moyen de ne plus porter ces croyances limitantes, ces fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Et ça a vraiment changé ma vie, en plus, je dirais, de la récupération d'énergie dont on parlait tout à l'heure. Okay. Dans votre livre, Les blessures du silence, vous parlez de ce qu'on ne dit pas, de ce qui est tout enfoui. Comment, selon vous, le silence peut-il être encore plus, on va dire, destructeur que la violence? Alors, la violence, elle est atroce, elle est horrible, mais elle est constatable. Donc, elle peut permettre de montrer un médecin, de porter plainte. Il y a des recours qui sont possibles. La violence psychologique, elle est atroce et pour moi, elle fait encore plus de dégâts parce que très souvent, la personne toxique a toujours un cheval d'avance et va nous déstabiliser sans arrêt et on va avoir tendance à croire l'autre plutôt que soi-même. Et j'ai des juges, j'ai des avocats qui ont suivi mes ateliers à une époque où j'en donnais pour essayer de comprendre justement quand ils ont des couples, savoir lequel est sous l'emprise de l'autre. Et je leur disais, la personne qui a l'air folle et complètement barrée et dingue, c'est probablement elle la victime, parce que l'autre va la mener à bout juste avant. Voilà. Donc celle qui paraît complètement hystérique, ça peut être un homme aussi, hein, eh bien, et qu'on a envie de dire, bon, ben, elle ou lui, c'est lui le problème, c'est souvent l'autre. Bon. Et il y a les syndromes de stress post-traumatique. On ne peut pas simuler les tremblements. Les personnes qui tremblent, elles ont, comment dire, leur corps est à bout, etc. Donc il faut être attentif aux signes. Le silence, c'est terrible parce que sur le papier, c'est pas violent. Un silence, bon, c'est pas violent. Sauf que c'est un très grand déstabilisateur. Si jamais je vous dis, imaginons que je vive avec quelqu'un, bon, et que cette personne s'en va et je ne sais jamais à quelle heure elle rentre. Je ne sais jamais si elle va manger avec moi ou pas. Bon. Le soir, je prépare à manger pour les enfants et puis je prépare pas à manger pour lui parce que bah, je me dis, je ne sais pas, donc il n'y a pas beaucoup d'argent, donc on va faire attention. La personne arrive. Donc, tu n'as pas préparé à manger pour moi. Donc, je ne compte pas. Donc, en fait, je suis quantité négligeable. Les enfants, vous voyez comment ma femme me traite.
je ne compte pas dans cette famille. Bon. La personne dit, je vais te faire à manger, elle casse la violence. Bon, voilà. Le lendemain, la personne a retenu la leçon, elle va préparer à manger. Et l'autre arrive, tu sais très bien que le jeudi soir, j'ai sport et je ne mange pas. Donc on doit faire des économies et à cause de ta bip, le gros mot, connerie, voilà, eh bien, on vient dépenser de la viande pour rien. Bon. Or, c'est jamais le jeudi qui va faire le sport. Enfin, voilà. Donc là, le silence sur je mange pas, je rentre ou je rentre pas, c'est rien. Créer des violences qui sont en fait, qui provoquent des déstabilisations. C'est pour ça que moi, je parle de déstabilisation répétée, parce que les personnes qui sont sous emprise, elles peuvent regarder, par exemple, sur Internet et dire « Bon, ben moi, je ne vis pas de violence. Il ne me tape pas. » Comme la personne, avec les mots, n'est pas violente non plus, n'a pas de colère, ça reste froid, ben, il n'y a pas de violence psychologique. Alors que si on est déstabilisé à répétition, ben oui, je suis déstabilisé. Là, honnêtement, je suis perdu. Je ne sais pas s'il vient manger, je ne sais pas à quelle heure il rentre, je ne sais jamais à quoi m'attendre avec lui. Je suis perdu, j'ai perdu l'énergie. Et pour moi, ça suffit. C'est en contact de mon partenaire, homme ou femme, est-ce que je perds de l'énergie ou pas? C'est la seule question. Parce que parfois on nous dit, oui, je suis dépendant affectif. Oui, j'ai le syndrome du sauveur. Très bien, mais on me colle une étiquette sur le front et j'en fais quoi? Ben, je pleure toute ma vie parce que j'ai l'impression que je suis dépendant affectif. Non, j'ai un vide à l'intérieur de moi que j'essaie de compenser et tant que j'ai pas récupéré mon énergie, je suis dépendant de l'autre parce qu'on peut pas s'abandonner soi-même. Donc, il faut récupérer notre énergie. Voilà. Et j'ouvre les yeux sur le fait que je perds mon énergie et il y a des outils, toutes les pratiques thérapeutiques qui travaillent sur l'émotionnel douloureux et également mes protocoles, le protocole 5 pour récupérer notre énergie suite à une épreuve, le protocole 6 pour récupérer l'énergie que l'autre m'a prise et que les autres personnes avant lui m'ont prise. Voilà. J'ai des personnes qui me disent, je l'ai fait avec lui, c'est vrai que ça, il y a un léger mieux, je me sens mieux, mais c'est pas encore le top, le top. Est-ce que vous l'avez fait avec vos parents? Non. Est-ce qu'ils vous ont pris de l'énergie? Ah non, mes parents, ils sont très très gentils. Et donc, ils vous ont jamais déstabilisé? Ah si, 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 oui, quand mon père m'a donné une gifle. Ah bon. Et quand non, ma mère m'a jamais dit je t'aime. Ah bon, ah oui, d'accord. Ça vous a, bon, c'est facile. Non, non, c'est dur. Mon père m'ignorait un peu. Et vous croyez pas que vous avez perdu beaucoup d'énergie en attendant un peu d'attention de leur part? Oui, 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 c'est sûr. Mon grand-père, je pense qu'il y a eu des attouchements. D'accord. Vous avez fait le protocole 6 avec lui? 6 plus? Non. Voilà. Donc, c'est un moyen de revisiter le passé. Et c'est pour ça que c'est important de revenir un peu à ce qu'on a dit au début, qui a peut-être choqué les personnes. C'est que à partir du moment où on voit que ce que l'on vit aujourd'hui d'horrible, qui demande de la résilience, on considère que c'est peut-être l'occasion de nous réparer aujourd'hui, mais de réparer d'anciennes blessures, eh bien, finalement, si j'avais pas rencontré l'horreur d'aujourd'hui, jamais je me serais penchée sur mon passé. Donc, quelque part, cette personne va m'aider à me reconstruire. Moi, franchement, Marie-Ève, on m'aurait dit, cette personne qui m'a fait tant de mal, elle t'aide à aller mieux, je lui aurais donné un coup de boule. C'était inentendable. J'aurais dit, non, j'ai envie de la tuer. J'ai eu des envies de meurtre. J'ai eu des envies de meurtre. Et je parle à une policière. Voilà, donc j'ai écrit des romans policiers, je sais tuer les gens qui rigolent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Je sais tuer les gens. Voilà, non, c'est vrai ce que je dis. Mais aujourd'hui,
Sincèrement, je dois à ces personnes ma reconstruction et même mon succès. Et oui, mais oui. Oui, mais oui, oui. Donc, la boue, pour pas dire la merde, qu'on a vécu à un moment donné, eh bien, il fallait nettoyer ce qui était avant. Et c'est pour ça que voir les choses comme ça amène quoi finalement? Eh bien, ça amène lentement, très 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 lentement, au pardon. Un gros mot, inentendable lui aussi. Mais moi, vous savez, Marie-Ève, cette personne qui m'a fait tant de mal, il y a 5 ans, je lui ai envoyé un texto en lui disant merci. Je ne lui ai pas dit merci pour tout le mal que tu m'as fait. Je lui ai dit merci de m'avoir permis de devenir celle que je suis. Il ne m'a pas répondu. Ça n'a pas d'importance. C'est son histoire. Moi, j'avais besoin de montrer ma gratitude parce que aujourd'hui, je m'aime tellement plus fort qu'avant. Tellement plus fort. Je ne suis plus la même. Plus du tout la même. Justement, parce que vous dites que vous lui avez envoyé un message, qu'est-ce que vous vouliez faire justement en envoyant ce message? C'était juste pour moi. Juste pour vous. C'était juste pour moi et me dire oui, je suis capable aujourd'hui de lui dire merci. Je suis capable de lui dire merci. Parce que ça vient renforcer quoi chez vous du coup? Ça vient acter une marche de plus sur laquelle j'ai gravi. C'est-à-dire que pour moi, notre mission de vie, j'en parle dans Plus jamais seul, Ouais, qui vient de sortir, mais notre mission de vie, on a tous des missions de vie, et l'une d'elles, pour moi, presque essentielle, c'est de pardonner avant de mourir à ceux qui nous ont fait du mal. Parfois, on ne va pas y arriver, hein, mais parce que finalement, la colère, ça ronge, l'autre, il ne sait pas qu'on est en colère, la haine, ça détruit, ça nous empêche de vivre la nuit, de dormir la nuit, et je vois, moi, depuis que je chemine vers le pardon, il y a des choses que je n'ai pas encore pardonnées, hein, loin de là, je ne suis pas Bouddha du tout, euh, euh, eh ben, je trouve de la sérénité. Parce que je me dis, ah purée, ouais, ça tu l'as pardonné, ouais, ça aussi. Et il y a des personnes, on m'aurait dit, tu vas leur pardonner, j'aurais dit, non. Hein, côté, On se sent tellement plus léger quand on pardonne. mais c'est impressionnant. Et en plus, c'est un fluide de guérison pour moi. Le pardon, c'est on se guérit soi-même. Si vous aviez justement un message à adresser à une personne, une femme, un homme, qui nous écoute et qui doute d'elle-même encore, enfin, qui doute d'elle-même encore aujourd'hui, qui pense justement qu'elle n'y arrivera pas à tout ça, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je dis que quand je prends une image, un grand sportif et un petit enfant de 3 ans vont au marché. Ils font des courses et à la fin, les paniers pèsent 5 kilos chacun. Qui porte les paniers? L'enfant ou le sportif? Le sportif, bien évidemment. Donc en fait, celui qui porte les fardeaux peut les porter. Donc à la personne qui doute, je dis, ne doutez pas de vous. Et bien souvent, mais vraiment, je l'ai remarqué tellement de fois, les personnes qui ont connu la violence, l'horreur, à répétition, ou vraiment, on dirait un livre de Zola, j'en ai rencontré plein. Souvent, elles ont un petit quelque chose en plus. Parce que je dis, on ne vient pas dans cette vie aussi mal faite sans outils. Et donc, généralement, on a des outils. Et les outils, c'est quoi? Eh bien, ça va être un don de médiumnité, un don de guérisseur, ou en tout cas, une intuition. Et très souvent, les personnes, après avoir, par exemple, perdu un enfant, connu une violence extrême, etc., à partir du moment où elles se reconstruisent,
ça passe souvent par un chemin qui ouvre vers la spiritualité. Et la spiritualité, c'est quoi? C'est se relier à des forces qui sont au-delà de nous, euh, qui sont voilà, à nos côtés pour nous aider, que l'on peut solliciter et qui Ah ben, sont intangibles et qui sont et dont on peut même trouver le prénom. on y vient, on y vient. Bravo Natacha, c'est de l'art. Mais c'est vous Donc, avec vos questions, hein, Marianne. c'est ça, c'est moi, c'est mon talent. Oui, oui, oui. Donc on enchaîne sur le nouveau livre, Plus jamais seul du coup, qui parle de trouver son guide. Voilà, absolument. Plus jamais seule l'expérience. En fait, voilà, les sagesses ancestrales, pour eux, c'est normal. Dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a un problème ou même une maladie, ils se réfèrent aux esprits des défunts, aux esprits des sages. Nous, on a complètement oublié ça. Moi, la première au départ, moi, j'avais l'impression, j'avais le sentiment, en fait, en tant que journaliste, de demander à l'univers, merci l'univers, de mettre sur mon chemin telle personne, merci à l'univers, de me dire les sujets sur lesquels je dois travailler, etc. Et j'ai remarqué au fil des ans que bah, je m'intéresse à l'autisme et je fais un film dessus, ça devient grande cause nationale. Je m'intéresse à l'emprise, et à la manipulation, l'affaire Weinstein sort. Je m'intéresse à la mortalité des abeilles et 9 mois plus tard, il y a une hécatombe internationale. Bon, en fait, le problème, c'est moi. Non, je rigole. C'est moi qui provoque le truc. Non, bon, je blague. Et là, je me dis, ça ne peut pas venir de moi parce que je n'y connaissais rien dans tous ces sujets. Donc, ça vient d'autre chose. Et une médium, un jour, me dit, bah oui, c'est notre guide. On a tous un guide, plusieurs même, et on peut même trouver leur prénom. Et j'ai trouvé une technique, voilà, que j'explique dans Plus jamais seul l'expérience. C'est une expérience qui est ébouriffante et qui permet même aux cartésiens voilà, de réaliser, de trouver un prénom. Et c'est quelque chose qui, ouais, qui bouscule les cartésiens et qui les fait s'ouvrir souvent à, à cette dimension qui quand même est très, très étonnante. Et si vous voulez, Marie-Ève, moi au départ, cette pratique, je l'avais partagée dans 2 podcasts qui ont été vus des millions de fois. Et donc, j'ai reçu énormément de témoignages. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il y a énormément de témoignages. Et surtout, suite à mon divorce, j'avais envie d'expérimenter le fait qu'on peut solliciter cette force pour prendre des bonnes décisions. Exemple. Donc, le principe de l'expérience, c'est de se mettre à côté d'une bibliothèque et avec une phrase spécifique, de prendre un livre au hasard et de poser nos pouces à l'intérieur et la réponse est dessous. Bon. À un moment donné, je me retrouve en difficulté parce que j'ai un prestataire qui ne fait plus son travail, mais avec qui je suis liée contractuellement parlant. Et ils ne veulent pas me lâcher parce qu'ils considèrent que ça fait de l'argent à rapporter. Et je mets ce que je veux solliciter de façon nouvelle sur le coup en disant récupérer le contrat, etc. Ils m'appellent, ils me disent ils ne veulent pas lâcher, on n'y arrivera pas. Je demande à mon guide, toujours avec la même pratique, de m'indiquer voilà ce que je dois faire. Et sous mes pouces, c'est un des livres, un polar de Michael Connelly, je tombe sur, d'un côté, il s'agit d'un procès, et il est noté, il aurait tellement préféré attaquer plutôt que de se défendre. Et là, je réalise qu'en fait, depuis le début, je me défends en disant, non, mais vous pourriez ceci, vous pourriez comprendre, je suis en mode défensif. Et que, alors que ce n'est pas du tout ma nature, il faut que j'attaque. Et donc, j'écris un mail dans lequel je pointe tous leurs manquements, en disant ça vous n'avez pas fait ça, ça vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. Donc vous êtes en rupture de contrat de vous-même, et si jamais vous ne comprenez pas, eh bien je vais en parler à la presse et je passe en mode attaque. Bizarrement, à midi, tout était réglé. Je n'aurais jamais trouvé
ce mode de fonctionnement, cette attitude, si je n'avais pas été aidée par le guide. Donc, c'est vraiment, vraiment troublant. Et là, je reçois, bien évidemment, grâce au livre, énormément de témoignages. C'est impressionnant. Alors là, c'est fou, j'ai essayé, je suis tombée sur le prénom de mon père défunt, Michel. J'ai toujours su qu'il m'accompagnait, mais quelle émotion de voir son prénom apparaître. Et pourtant, j'étais sceptique, vraiment. Voilà. Je confirme, ça marchait pour moi, au point de me laisser sans voix. En effet, il n'y avait pas que le prénom de ma grand-mère, il y avait aussi son deuxième prénom que je ne connaissais pas et que je me suis empressée d'aller vérifier dans le livret de famille, c'était bien elle. Voilà, notre. Je l'ai fait, énorme trouble ce jour-là, c'était Mina, et c'est ainsi que mon fils m'appelait parfois lorsqu'il était enfant, sans raison ni origine aucune. Il n'a jamais su m'expliquer pourquoi, réellement troublant avec le recul. Et j'ai dit à cette dame, ben, votre fils ressentait la présence de votre guide, et c'est pour ça qu'il vous appelait Mina. Voilà, donc c'est vraiment une force qui nous permet de prendre des bonnes décisions et de nous relier à notre mission de vie. Alors je l'ai fait, vous doutez bien, parce que j'ai eu la chance de... Eh oui, vous m'avez envoyé le livre, parce qu'on devait le faire gagner, du coup j'en ai profité pour le lire. Alors, alors, déjà ça m'a envoyé sur un livre que j'avais pas lu depuis longtemps, un livre de Paulo Coelho qui s'appelle Le Guerrier de la Lumière. Et je sais pas si vous en avez... enfin voilà, Paulo Coelho, j'adore. Ouais. Ouais. Voilà. Et en fait, je tombe pas du tout sur un prénom. Mais alors, pas du tout. Je tombe sur le fait de prier 7 fois par jour. Parce que du coup, je lis la page. Je me dis peut-être parce que quand on lit le livre, on voit qu'en fait, il faut peut-être lire autour, qu'il y a un contexte, qu'il y a quelque chose à apprendre, en tout cas, à en tirer. Plein de cas particuliers pour si on tombe sur une page blanche, voilà, etc. Oui, tout à fait. Voilà, vous l'expliquez dans le livre. Donc du coup, je me dis, bon, alors comment je fais? Et du coup, de fil en aiguille, alors après, parce que j'ai fait des recherches, je me suis dit, donc là, prier, mais pourquoi prier? Bon, après, moi, je veux dire, j'ai un tatouage où je suis très croyante, ma famille est très croyante, donc oui, voilà, on est venu quand même sur... Moi, j'ai la... Voilà, c'est la... Bon, oui, la Vierge Marie, d'accord. Oui, c'est ça, c'est la Vierge Marie. Ouais, magnifique. Oui. Voilà, c'est par rapport à ma grand-mère était très croyante et tout ça, donc je me suis dit, est-ce que c'est ma grand-mère? Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que pour moi, c'était pas ça. Et en fait, il me sort le prénom Raphaël. Je me dis, tiens, après, en faisant des recherches. Et vous expliquez... Quand vous dites, il me sort le prénom Raphaël, c'est-à-dire en le refaisant ou oui. Non, pas dans le livre, en le refaisant. D'accord. Et du coup, vous dites que si vous avez un doute, on prend un objet. Ouais. Et en le disant, on va voir ça. Donc j'ai pris le camé de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle m'avait laissé, à sa mort, elle m'avait laissé son collier avec un camé, quoi. Okay. Et du coup, j'ai pris le collier et j'ai demandé à ma grand-mère si le guide était vraiment Raphaël. Et en fait, je vous assure, hein, le collier il s'est mis à tourner, comme ça, en fait. C'est un grand cercle. L'énergie. Je ne sais pas si on voit. Non, on voit pas très bien. On vous croit. Et du coup, ça a tourné. Ça a tourné. Je me suis dit, non, attends, c'est pas possible, c'est moi. Cartésienne aussi. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est moi. C'est moi qui influe un petit peu. Et je l'ai refait 2-3 fois. Et effectivement, à chaque fois, parce qu'il y a tourné et tourné. Vous voyez ce que enfin, il y a tourné. Bon, on comprend ce que je veux dire. Mais pour faire tourner, il faut faire comme ça. Là, moi, je ne bougeais pas parce que je regardais ma main et j'avais le camé de ma grand-mère qui tournait comme ça. Donc, je sais que mon guide, c'est Raphaël. Magnifique. Voilà. Non, mais c'est super, c'est génial, bravo. Et bravo à vous pour nous avoir donné aussi cette... interprété. Et à travers les exemples que je donne, ce qui est génial, c'est que parfois, c'est des vrais rébus. Et les gens, comment dire, arrivent à trouver parce que, justement, c'est le guide qui les a mis sur le chemin. Je ne sais pas si j'en ai... comme ça, où c'était compliqué, franchement. On se disait, mais c'est pas évident d'avoir trouvé. Il y a plein d'exemples dans le livre où vous expliquez quand c'est un peu compliqué, que finalement les personnes, elles y arrivent aussi. Et puis après, parfois, c'est vous aussi qui avez dénoué. Je me rappelle d'une histoire, là. La dame, c'est vous qui lui avez expliqué qu'en fait, ce qu'il y avait écrit derrière, c'était un lien, je crois, avec son père ou je sais plus.
Il y a Oui, tellement d'histoires dans le livre qu'il y a beaucoup oui, oui, d'histoires. oui, tout à fait. Et là, il s'est passé un truc super étrange avec ma mère. Ma mère, c'est une gamine. Bon, elle a 8 ans. Dans sa tête, elle a 8 ans. Et je l'adore, elle est géniale. Mais chaque fois que j'ai proposé de faire des protocoles, même en groupe, des protocoles d'ancrage ou de protection, comme il y a dans la clé de votre énergie, eh ben, c'est la première à déconner, à faire rire tout le monde. Du coup, bah, le truc passe à l'as. Enfin bon, ma mère, elle est pas sérieuse. Voilà. Elle aime rigoler. Bon, moi aussi, elle a dit. Mais Oui. parfois, il y a des fois, on aimerait. Voilà. Ouais. Et donc, forcément, elle a le livre Plus jamais seule. Et puis, elle m'envoie un texto euh, avant-hier en me disant je viens de faire l'exercice avec le guide. Je, je, je suis tombée sur le prénom de ma grand-mère. Et puis, avec des points d'exclamation rouges partout. Je l'appelle. Je dis tu l'as fait, toi? Elle me dit oui, oui, j'ai allumé la bougie comme tu dis, j'ai bien dit la phrase, etc. J'ai pris un livre de Jean-Jacques Rousseau, je ne savais même pas qu'on avait. Mes pouces à l'intérieur, sous mon pouce, il y avait Julie. Je dis, t'as regardé de l'autre côté? Ah non, 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 non. Elle me dit, c'est bon, j'ai le prénom de ma grand-mère, c'est bon, je sais, j'ai pas regardé ailleurs. Je dis, et tu l'as refermé le livre? Ah oui, je l'ai refermé, j'étais sur le choc. Ah, je dis, c'est dommage, tu aurais pu nous montrer. Ah, je vais pas dormir de la nuit, il faut que je retrouve cette page. Et 2 heures après, elle m'a envoyé, j'ai trouvé la page. Elle était, et alors, c'est ça où elle m'a dit un truc que je trouvais magnifique. Elle me dit, je me sens protégée. Ma maman, elle va avoir 86 ans. Bon, on vit des choses pas faciles dans la famille en ce moment. Bon, et elle me dit, je me sens protégée. Et je me dis, mais quel beau cadeau. C'est pour ça que je l'appelais Plus jamais seule, le livre. C'est que elle me dit, mais moi, j'ai ma grand-mère à mes côtés. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, parfois, sont déstabilisées, enfin, sont un peu déçues parce qu'elles tombent sur un prénom qui n'évoque pas quelqu'un de la famille. Dernièrement, j'ai un journaliste qui le fait et qui m'envoie un petit texto en me disant, ça n'a pas marché pour moi. Alors, je dis, ah bon? Je dis, si vous l'avez pris en photo, envoyez-moi. Et il me dit, enfin, je pense que mon guide s'appelle Michel. Bon, alors, Finalement. voilà. Et alors, il m'envoie la photo. Et puis, en fait, il y avait le prénom Michel. Je dis, ce prénom Michel ne vous évoque rien. Et il me dit, non, pas du tout. Donc, c'est pour ça que vous êtes déçu. Mais c'est un guide spirituel en lien avec votre travail. Et franchement, Marie-Ève, là où il avait déposé les pouces, parce que Michel, c'était 10 lignes au-dessus, là où il avait posé les pouces, il était noté il prit son micro et un papier pour nous prendre des notes. C'est-à-dire qu'il m'avait interviewé, non pas simplement comme ça avec un papier, il avait pris un petit micro pour m'enregistrer. C'était donc le Michel ou la Michel en question avait été journaliste et c'est son guide par rapport à son métier. Et son métier, et oui, Et bien sûr. rappelle probablement que c'est en lien avec votre métier ou bien ce que vous faites par rapport à ce super podcast au niveau de la résilience. C'est évident. J'espère. On n'a pas du tout parlé Oui. de votre spectacle. Ah, Non, mais parce que c'est un lien quand même aussi, tout ça. Il faut quand même. Vous partez en tournée. Parce que du coup, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés en visio, parce que vous n'allez pas avoir le temps. ouais, On n'a pas le temps de se retrouver en studio. voilà. Et Oui. alors, dites-nous un peu. Alors, moi, j'aime bien partager sous tous les modes d'expression. Donc, l'écriture, les livres, les podcasts avec des personnes voilà, passionnantes, intéressantes comme vous qui posez des questions formidables. Et puis, le spectacle, parce que pour moi, c'est un moyen de toucher autrement les personnes qui souvent viennent en famille, souvent viennent avec la bonne copine, un troupeau de copains, copines, des cousines, leur mari, leur enfant, etc. Bon, ou une mère, une grand-mère, parfois j'ai eu ça et donc de toucher d'autres personnes. Et puis, c'est un spectacle vivant. C'est 1 heure et demie pendant lequel on va comprendre comment on perd de l'énergie, comment on peut faire pour la retrouver. Il y a un exercice pour prendre conscience de nos auto-blocages, de nos auto-sabotages. Pour ceux qui viennent, venez avec un petit papier, un crayon, ça vaut le coup parce que vous allez repartir avec des notes et des choses qui peuvent vous aider. Et ensuite, il y a un rituel pour se libérer qui est inédit, qu'on trouve dans aucun de mes livres, que j'ai créé exprès pour le spectacle, dans lequel justement on se libère de ces aspects transgénérationnels. Et on finit par un grand rituel qui permet de retrouver notre pleine puissance de réalisation, parce que c'est essentiel pour moi. Voilà, le rituel de puissance.
d'abondance, d'amour. Bon, voilà. Donc, Mmh. et puis c'est 1 heure et demie un peu avec où on rit un peu à mes dépens parce que j'adore la dérision. Donc, j'aime bien faire rire les gens. Et on finit en dansant parce que il y a un truc qui se passe et qui met à fond la pêche. Et donc, on Faut pas le finit. dire. Faut pas le dire, ça se faut laisser la surprise. Voilà. Donc, Je devais venir moi et puis parce que vous venez à Aix le 18 novembre, Aix-en-Provence c'est vrai. et malheureusement, je vais pas pouvoir être là parce que je donne une formation justement sur les violences en Corse et je serai dans le bateau du retour. Ah, Donc malheureusement, mais je vais voir si c'est complet à Paris déjà ou pas? J'ai alors, pas le Trianon est complet, ah, Paris, ouais. mais il y a une autre date à Paris qui est la dernière, qui est le 11 décembre au 13e art. En fait, pour avoir les dates, toutes les dates, il faut faire Caramba, donc comme un carambar sans air, Natacha Calestrémé. Et en tapant sur Google le Caramba Natacha Calestrémé, vous avez toutes les dates. Voilà. Je vais en Belgique, je Mmh. vais en Suisse et je vais en France. Je suis allée à Québec, Montréal, mais là, j'y retourne pas. D'accord. Et vous partez en safari là, non? Aussi bientôt? Oui, oui, c'est pour un séminaire, mais ça y est, c'est complet. Ah c'est complet. Bon, mais et ouais, parce qu'il restait une place Oui, et à un moment c'est donné vrai. et c'est bon, bah, j'ai pas ouais, il y a tellement peu de place que là, j'imagine que Et c'est un ça prend. médecin qui a pris la place. C'est Un vrai? homme médecin. Comme quoi, les hommes s'ouvrent et les hommes cartésiens notamment. Voilà, moi, je trouve Mmh. ça génial. Génial. Parce que vous allez faire quoi exactement? Parce que peut-être qu'il y en aura des prochaines, on peut peut-être un peu, C'est un séminaire, comment dire, et safari dans un des plus beaux endroits de la planète, où on voit les Big Five, donc c'est-à-dire éléphants, rhinocéros, lions, léopards, etc. Et donc hippopotames. Et donc il y a des rituels tous les jours de nettoyage, de purification, de retrouver notre énergie. génial. Parce que vous avez été réalisatrice de documentaires par Voilà. les animaux. Et je rêverais de faire ça un jour avec vous. Ah oui. Oui, oui, ah oui, oui, ah bah oui, les animaux, c'est ma passion. Donc après, si en plus on allie ça à des rituels chamaniques, je suis sûre on a tout gagné. Mais je viendrai, parce qu'il y en aura d'autres, je suis sûre. Je suis sûre. En tout cas, là, c'est complet. Ah, bah, écoutez, merci infiniment, Natacha, pour la profondeur et la clarté de vos réponses, comme à votre habitude. Voilà, votre travail résonne bien sûr, bien évidemment, très profondément avec la voie de la résilience et avec mon travail, dans tout ce que je fais, voilà, évidemment. Heu, je sais pas si vous avez un dernier message à laisser, quelque chose à Moi, dire? je dirais merci à vous. Merci à vous bah, de me donner la parole parce que bah, on sent forcément si vous êtes sur ce chemin-là, c'est que vous aussi vous avez vécu des choses difficiles et que quelque part, grâce à ces choses difficiles, bah, vous êtes là et vous aidez les gens. Et c'est merveilleux parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et je suis sûre que c'est formidable et que moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est avec votre casquette policière et le fait que vous fassiez du coaching et tout ça. Moi, je me dis, il y a quelque chose de complet qui est beau et je ne donne plus tellement de conférences sur ces sujets, mais j'ai eu à cœur de le faire parce que je trouve que votre démarche, elle est magnifique et donc bravo. Merci, je suis vraiment très touchée parce que c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que vous dites, ça demande énormément d'énergie. Et voilà, moi comme vous, j'ai entendu beaucoup de femmes, beaucoup de récits, voilà, beaucoup d'histoires poignantes et je me dis, bon ben, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en ma possibilité pour davantage aider les autres et davantage apporter de la lumière et notamment avec ce podcast, comme vous disiez tout à l'heure, c'est gratuit maintenant, le podcast. Enfin, c'est gratuit pour ceux qui écoutent, pas pour moi. Parce que moi, ça me coûte de l'argent. Ça me coûte beaucoup d'argent même. Mais c'est pas grave. Je sais que c'est ma mission et puis l'univers et mes guides se chargeront de m'ouvrir la voie du succès. Bien sûr, parce que vous êtes sur votre chemin, bien évidemment. Ouais, exactement, je suis sur mon chemin. Bah, écoutez, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc, je vous invite à découvrir les livres de Natacha, d'aller courir acheter vos places, s'il en reste, je vous le souhaite, pour sa tournée. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker le podcast. Merci beaucoup, à bientôt dans la voie de la résilience.